Les médias peuvent être définis comme un moyen impersonnel de diffusion d'informations, à l'exemple de la presse, la radio, la télévision, utilisés pour communiquer. Ils permettent de diffuser une information vers un grand nombre d'individus sans possibilité de personnalisation du message. En principe, on utilise des termes différents pour parler de ces types de médias. Ainsi, le paysage médiatique du Sénégal, lui, se compose d'au moins 27 quotidiens, de plus d'une vingtaine de radios généralistes et communautaires et de près d'une vingtaine de chaînes de télévision. La presse en ligne, elle aussi, est très développée, de même que les chaînes d'information sur Internet. Le secteur est régulé par une certaine législation et est composé également d'organisations de défense des droits des personnes évoluant dans le domaine. Aujourd'hui est globalisé, mais d'un monde où effectivement les médias jouent un rôle essentiel. Si nous voulons la cohésion sociale, si nous voulons le vivre ensemble, il faut que nous ayons des médias, des hommes de communication qui accompagnent le processus dans toutes ces déclinaisons. Et c'est là, effectivement, tout l'enjeu. C'est là où se situent tous les dangers. Aujourd'hui, la question qui est posée, qui peut être journaliste, comme disent les jeunes, mort de rire comme ils font avec leur émotionnesse, etc. Mais en même temps, c'est une interpellation extrêmement sérieuse. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont sur cette scène médiatique, qui font des dizaines de milliers, pour ne pas dire des millions de vues, qui n'ont rien à voir avec la profession, qui sont écoutés, qui sont regardés, et dont les contenus peuvent avoir un effet dans les sociétés. Je dis très souvent, on peut dans plusieurs métiers faire des erreurs. Elles peuvent passer inaperçues. Les écrits restent, vous l'avez dit, Excellence. Et aujourd'hui, les écrits, les paroles, tout reste. Le VAR existe. Et une fois que le mal est fait, il est très difficile quelquefois de revenir en arrière. On peut, de la même manière qu'on peut construire quelque chose de positif, qu'on peut accompagner tout un processus, de la même manière, c'est possible aujourd'hui, avec une seule phrase, de mettre tout un pays, tout un continent en ébullition. Donc c'est une très grande responsabilité. Je ne pense pas que les intervenants qui sont là seront des partenaires et des partisans et des théoriciens d'une sorte d'ostracisme qui permettent effectivement de fermer la porte, de dire non, c'est en face haut. Oui, mais comme dans toute profession, il y a des minima requis. De ce fait, l'information est indispensable à la démocratie, mais n'importe qui ne peut la diffuser car elle demande un traitement pour être bien perçue par les destinataires. Cette diffusion de l'information est du ressort du journaliste. Donc, pour être journaliste, une fonction en pleine mutation, il te faut un certain nombre de bagages. La capacité de recueillir l'information, de la croiser, de la recouper, de la transmettre sur différents supports, mais également une très grande responsabilité individuelle et collective. Donc, comme tous les autres métiers, c'est vrai, dans les métiers de la santé, dans les métiers du droit, dans certains métiers que vous représentez, mesdames, messieurs, etc., il n'est pas facile de venir comme ça, comme par éruption sur la scène. Il y a des critères, il y a des prérequis. Mais dans le domaine de la communication, des médias, il faut savoir peut-être dire quelquefois, écrire et encore, voilà, avoir une belle voix, bien se présenter, la cravate bien mise, le col bien fait, et donc voilà, et se dire, voilà, on est un communicateur, on a le droit d'aller dans les foyers au quotidien, de dire tout ce que l'on veut. On nous apprenait, nous journalistes, qu'on devait transmettre, ne pas forcément dire ce qu'il faut retenir et laisser l'opinion seule juge des informations que nous transmettons. Parce qu'à la fin de l'exercice, c'est elle qui doit décider de ce qu'elle veut pour ce pays et comment elle veut que ce pays arrive avec les forces de tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, comme disait M. Sylla, il faut oser les mots. Nous avons des crieurs publics, nous avons des animateurs vedettes qui font presque oublier l'information au profit de leur propre identité personnelle. Nous avons des journalistes aujourd'hui dont nous ne reconnaissons pas l'exercice en termes, on va dire, de chapelle politique et d'appartenance simplement à des voies et des schémas simplement de vie politique sénégalaise. Ce n'est pas notre métier. Il ne faut pas qu'on verse dans ce délire démago, non. Je ne le dis pas parce que je suis journaliste. Quand j'ai voulu être journaliste, je me suis dit, je cherchais à me former. Mais parce que je lisais des années, parce que je regardais cette génération et je dis, je veux leur ressembler. La première fois que j'ai partagé une table avec Yann Kassé
alors rédacteur en chef de Walfadjri, mais il ne pouvait pas lui mesurer mon émotion. Je dis, si je me bats, dans quelques années, je vais être le confrère. Et ce n'était pas donné. Hein. Il y avait, pour être journaliste, il y a la formation. Au-delà de la formation et du diplôme, il y a un parcours initiatique. Un de nos doyens, Luntal, nous disait au soleil, pour avoir votre bâton de maréchal, mais il faut suer sang et eau. Néanmoins, le statut de journaliste ne donne pas à la personne le droit de tout dire. La liberté des médias est souvent couplée avec la liberté d'expression. Elle est ainsi évoquée dans certaines des dispositions comme l'article 11 de la Déclaration des droits humains et du citoyen de 1789, article 19 de la Déclaration universelle de 1948, les dispositions précitées du préambule constitutionnel, articles 8, 10 et 11 de la Constitution. À ces instruments s'ajoutent les articles suivants de la Constitution sénégalaise. L'article 8 garantit la liberté d'expression, qui est cité au titre des libertés civiles et politiques. Par ailleurs, l'article 10 garantit le droit d'exprimer librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique. Et l'article 11 va plus loin en garantissant la liberté de création, c'est-à-dire absence de toute autorisation préalable pour lancer un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative, scientifique, entre autres. Au-delà de la liberté d'expression au sens strict, l'accès à l'information est garanti de manière implicite par les instruments internationaux précités, mais aussi par le préambule et l'article 8 de la Constitution de 2001, d'où la possibilité pour le journaliste de donner l'information aux citoyens ayant le droit de la recevoir. La première réponse, elle peut être d'ordre principiel. Tout le monde peut devenir journaliste parce que tous les textes qui promeuvent la liberté d'expression promeuvent en même temps la liberté de presse. La liberté de presse est une liberté adossée à des libertés fondamentales comme la liberté d'opinion et la liberté d'informer. La liberté d'expression, si on veut rester dans le général. Mais ces libertés aussi décrivent des limites. Nous, jusque-là, les textes que nous avons sont d'inspiration française. Je pense qu'il y a le nouveau code de la presse qui tarde à sortir. Mais la référence absolue, c'était la loi de juillet 1881, qui promeut la liberté, mais qui aussi comportait, à mon avis, les germes d'une déstructuration du tissu médiatique. Et journaliste, par exemple, celui qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exercice de sa profession. Où est la formation? Là, c'est l'aspect économique qui prime sur la considération professionnelle. Bien sûr, nous avons eu auparavant la déclaration des droits de l'homme du citoyen plutôt de 1789, oui, suivi de la déclaration universelle qui reprend les principes fondamentaux. Nous avons eu des textes à des moments où le besoin a été senti de réguler ou réglementer la presse, la charte de Munich, etc., la constitution au Sénégal de 2001, qui tous promeuvent la liberté. Mais la frontière entre dire ce qu'on veut et dire ce qu'on peut dire selon les normes, c'est la responsabilité professionnelle. Mais aussi dans tous les textes de loi relatifs à la liberté, notamment le code de la presse, le code des télécommunications, le code des communications numériques. Donc c'est un principe qui est consacré. Et dans tous les textes, encore une fois, supranationaux, les textes législatifs qui régissent le monde et qui donnent le socle législatif ou le socle juridique à partir duquel les droits et les libertés sont régis dans le monde, la liberté d'expression figure en très bonne place. Donc, pour certaines personnes de droit, nous pouvons parler de liberté d'expression, mais nul n'est entièrement libre. Or, on oublie qu'il n'y a pas de liberté absolue. Alors, en droit, ce qu'on enseigne aux étudiants, c'est que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et aussi, les droits des uns s'arrêtent là
où commencent les droits des autres. Alors je pense que fondamentalement, dans les structures de formation des journalistes, des hommes de communication de manière générale, il faudrait peut-être mettre le doigt sur ce qu'est la liberté d'expression. Ainsi, pour limiter la liberté de la presse ou liberté d'expression, beaucoup de restrictions sont apportées dans la législation sénégalaise, mais nous ne tiendrons compte que celles dont l'utilisation a été récurrente ces dernières années. En effet, depuis l'avènement de l'alternance politique en 2000, on note une recrudescence de harcèlement, intimidation, arrestation et actions en justice contre des journalistes, des procès en diffamation, pour fausses nouvelles, pour menaces à l'ordre public et à la sécurité de l'État ont été récurrents ces 2 dernières années. Dans ce sens, les avis sont différents. Le cœur des personnes, la tête des personnes, d'être dans les foyers, être partout, c'est un pouvoir grave. Et ça, c'est fait, ça fait que, évidemment, il faut absolument que les personnes investies de ce pouvoir aient beaucoup le sens de la responsabilité. La presse ne peut pas dire, c'est évident. La liberté d'expression, la liberté de presse qui va avec elle, est évidemment consacrée dans la plupart des traités internationaux. On va bien fait rappeler l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui évidemment consacre ce droit, mais qui également pose clairement, n'est-ce pas, les responsabilités qui vont avec ce droit. Ne pas l'exercer en portant atteinte à la dignité ou à la réputation d'autrui, ne pas l'exercer en mettant en danger la sécurité nationale, les questions liées à la santé, à l'ordre public. Toutes ces questions, évidemment, constituent des devoirs et des responsabilités qui s'accompagnent avec la liberté de la presse ou la liberté d'informer de façon générale. Pour certains toujours, les restrictions apportées à la liberté de presse ou d'expression sont juste un moyen pour les États de cacher à la population des informations qui les concernent directement et qui doivent être divulguées par les journalistes. C'est jusqu'où, n'est-ce pas, ces limitations dans cet esprit. Dans un État démocratique, où la transparence, où la bonne gouvernance, où le droit du public à l'information doit être défendu. Nous savons tous très bien que derrière ces notions de secret d'État, n'est-ce pas, il y a en réalité une volonté manifeste des États de cacher beaucoup de crimes, beaucoup de pratiques de mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, qui évidemment sont utilisés, n'est-ce pas, pour le secret d'État est utilisé pour évidemment protéger et cacher, donc couvrir évidemment tous les actes de mauvaise gouvernance donc des pouvoirs publics. Lorsqu'un journaliste donne ces informations, ça devient un secret d'État. L'autre question, c'est la vie présidentielle. Le seul fait de dire que les motos de la vie présidentielle ont été vendus, ils ont été vendus en tel prix, était considéré comme la divulgation d'un secret d'État. Alors que là, clairement, n'est-ce pas, l'information qui était donnée avait rapport avec une affaire de bonne gouvernance. C'est vraiment un bien public qui, à l'époque, était soupçonné d'avoir été vendu à un prix qui était en deçà du prix de la valeur réelle. Et on a voulu poursuivre ce journaliste-là pour, évidemment, l'émission de secret défense. De ce fait, dans l'exercice de la fonction de journaliste, il arrive quand même des moments où on note des dérapages qui peuvent menacer le vivre ensemble. Ces mêmes dérapages peuvent constituer un test pour voir à quel point est solide la démocratie d'un pays. En abordant la problématique des médias et du journalisme, il sera intéressant de se pencher davantage sur l'évolution des médias depuis 2000, de réfléchir sur les impacts à la fois positifs et négatifs des nouveaux médias sur la cohésion sociale. C'est le principe de l'indivisibilité des droits. Il faut chercher en même temps à régler tous les droits et toutes les libertés. Ah, quel équilibre difficile. Mais chacun doit faire un sacrifice. Les journalistes ne doivent pas dire liberté d'expression jusqu'à ce que un espace, par exemple un pays sombre dans les conflits. On ne veut pas citer ces journalistes qui ont créé des conflits graves dans leur pays. Mais il faut que les journalistes sachent
la communication, la sensibilisation. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils doivent être responsables et redevables. Ils ne peuvent pas se permettre de tout faire. Il faut être une maman comme moi pour oser le dire. Parce qu'il y a des journalistes, je ne sais pas en quoi ils sont journalistes. On dit que c'est des chroniqueurs politiques. Tout le monde vient avec certitude et veut nous faire croire qu'ils détiennent la vérité. Mais chacun doit être plus modeste que ça. Et la presse doit être plus modeste que ça. On dit quatrième pouvoir, mais attention. C'est un pouvoir parce que la communication porte. On pénètre les cœurs et les esprits, mais attention, ça peut créer des problèmes. Voilà, le principe de l'indivisibilité, tenir compte de tous les droits en même temps. Une presse ne peut pas promouvoir la haine raciale, elle ne peut pas promouvoir la haine ethnique, elle ne peut pas, comme l'a dit tout à l'heure Demba Fall, parler de Sérère et de peuple, alors que c'est clairement des passeurs et des cultivateurs qui ont des problèmes, comme il y en a partout en Afrique de l'Est. On ne peut pas accepter que la presse promouvoir, n'est-ce pas, des atteintes graves aux droits humains, contre les génocides, les guerres, les crimes contre l'humanité. Ça, on est absolument d'accord. Nous pensons que dans une société démocratique, il va y avoir des organes de régulation. Au Sénégal, on a quelques organes de régulation. D'abord, au sein même de la profession, je crois qu'il y a le CORED, il y a la CNRA, mais qui fait preuve parfois d'excès de zèle, parce que, encore une fois, on se pose toujours des questions sur certaines fermetures des médias qui ont dit dans le passé. Est-ce que la presse a le droit de dire qu'il y a des affrontements qui ont lieu en des manifestations, à Thiès il y a des affrontements. Le public doit savoir l'état de la situation de ces émeutes dans les pays. Ce n'est pas parce que les médias a des correspondants qui ont décrit en live ce qui se passe sur le terrain qu'évidemment il faut fermer ce média-là. On a mis CNN qui couvrait en direct la guerre. Moi je ne suis pas d'accord que nos journalistes disent, par exemple, le Sénégal est en guerre avec la Guinée, on déploie des troupes à Saraya, à Salemata, tout au long de la frontière jusqu'à Diaobé, et le média dit, écoutez, le Sénégal a déployé des troupes dans tel ou tel lieu, n'est-ce pas? Mais on les expose aux attaques des armées. Le journaliste, dans ce sens, a un rôle important à jouer pour assurer une cohésion sociale durable, car un peu de dérapage peut détruire tout un peuple. Les spécialistes du domaine reviennent plus largement sur cette question. L'assassinat de la parole crédible est le défi constant de préserver la stabilité, qui est le socle du vivre ensemble. Et dans cette présentation, il apparaît deux choses essentielles. La parole bienveillante en termes de structuration de l'espace public, de préservation des valeurs essentielles, mais également les dégâts, les dérives que peut causer la parole malveillante, avec les propos séditieux, ce qui est interdit par tous les codes de la presse, les insulteurs comme on les appelle, et ce matin on l'a évoqué, les chroniqueurs. Je m'arrête sur ça, à mon avis, je parle sous le contrôle quand même des professionnels qui sont là, mais il y a des journalistes qui font correctement leur boulot. Il y a des journalistes qui ont rendu d'énormes services à ce pays et qui rendent encore d'énormes services à ce pays, au-delà même de notre génération. Nous avons des maîtres, n'ayons pas honte de le dire, des références. Des jeunes en ont, malheureusement pas tous. Et c'est important, cette parole, qui devient message dans le journalisme, parce que le journalisme est un métier, comme on l'a dit, très encadré. Et je finis sur cette note, pour préserver la bienséance sociale, comme il dit, et aussi une bienveillance collective. Je lui reprends ces concepts de sociologue des médias. Il est assez outillé pour cerner les enjeux de la parole et je pense qu'il l'a fait avec brio.
Ainsi, les soucis dans les médias, que ce soit au niveau qualité, place dans la société, rôle dans la cohésion sociale, sont presque tous les mêmes dans tous les pays. Entre 90 et 1995, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 100 titres de quotidiens. Je ne dis même pas d'hebdo, quotidiens. Plus de 100 titres. Parce que ça sortait de partout. Parce que c'était l'âme. Je veux me faire entendre, je crée un journal. Et à l'époque, pour créer un journal en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut? Juste un registre de commerce et adresser un courrier au procureur de la République. Ça suffit pour créer un journal. Les radios de proximité sont rentrées en jeu. Il fallait juste avoir un agrément de la mairie et créer sa radio de proximité. Et la guerre dans les colonnes médiatiques ont commencé. Alassane Ouattara, qui décide d'accorder une interview à l'un de ses quotidiens pour dire « C'est parce que je suis un musulman du Nord qu'on ne veut pas que je sois président de la République en Côte d'Ivoire. » Tous les musulmans et toute la communauté du nord de la Côte d'Ivoire se retrouvent en Alassane Ouattara. Vous voyez, il récupère au fait cette faiblesse de communication d'Henri Konan Bédié et il se constitue en victime et récupère un élément sensible, la religion. En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de chrétiens, tout le monde était la même chose. Et comme Alassane Ouattara, avant le décès de Félix Houphouët-Boigny, il avait instauré la carte de séjour, il avait toute la communauté étrangère. Quand je dis étrangère, c'est la communauté de la CEDEAO et autres, tout ça, contre lui. Mais comment me racheter et avoir cette communauté avec moi? Donc tout de suite, il faut se mettre dans une position de victime. On me traite de burkinabé, donc là, je suis exclu de la Côte d'Ivoire. Comme ils sont en train de vous exclure. Et c'était ces mots souvent qui étaient utilisés dans ces interviews. Ils multipliaient les interviews, c'était l'homme accessible, c'était l'homme disponible, qui était toujours prêt à vous répondre à tout moment. Et tous les journalistes partaient vers lui pour faire des interviews et faisaient passer ce message d'exclusion religieuse, d'exclusion géographique. Néanmoins, il est possible pour le journaliste de faire son travail comme cela se doit par plusieurs moyens. Déjà, avoir les acquis par la formation et l'expérience. En tant que spécialiste de la vidéo, j'ai voulu vous entretenir un peu sur les deepfakes. Est-ce que vous avez déjà regardé les films X-Men ou entendu parler des films X-Men? Oui, on a tous vu qu'il y a une scène des personnages de la série comique X-Men de Marvel Comics créée par le scénariste Stan Lee. Dans cette série, le personnage mythique est capable de changer son apparence pour ressembler à tout ce qu'il voulait, permettant de gagner la confiance de quelqu'un avant de la tuer. Quel est le mot qui vous interpelle dans tout ce que j'ai dit? Ensuite, prendre le temps de vérifier l'information avant de la diffuser, des fois par le fact-checking. Voyons d'abord, c'est quoi un fake news? Un terme qui, de plus en plus, revient dans notre communication. Alors, sur les fake news, c'était justement évoqué tout à l'heure. D'abord, de quoi parle-t-on? Parce que c'est un terme qui a déboulé dans le métier. Pour moi, je le situe à 2016. Jusqu'alors, on parlait de propagande, on parlait de mensonges, on parlait de fausses informations, d'informations fabriquées ou de désinformation. C'est quoi exactement ce terme de fake news? Ça recouvre un peu tout ça. Et pour la nouveauté, pour moi, à un moment donné, je m'interrogeais, mais pourquoi parler de fake news, quoi? C'est un mot, c'est une mode, ça vient d'Angleterre, c'est une journaliste qui a utilisé ça. Et puis à la réflexion, je me suis dit, non, il doit quand même y avoir quelque chose de nouveau dans ce phénomène. Et une des choses, à un moment donné, en recherchant un petit peu, mais ça, on est déjà en 2017,
je me suis rendu compte peut-être que ça correspondait aussi à un moment particulier qui est une transformation technologique, mais aussi une stratégie, on va dire, politique, qui est plutôt une stratégie militaire qui est appliquée au domaine informationnel. Et ça, je m'en suis rendu compte à un moment donné, vers 2017, il y a eu le phénomène d'abord du Brexit, c'est là où débarque le fake news. Ensuite, suit l'élection de Trump, l'automne suivant. Et là, ça s'impose vraiment dans le vocabulaire, avec l'idée aussi de vérité parallèle. Et ensuite, en 2017, les élections en France, à nouveau, on a un problème d'identifier fake news avec l'élection présidentielle. En Allemagne aussi, il y a eu plusieurs cas de fabrication de fausses informations qu'on identifiait comme des fake news. En ce qui concerne le fact-checking, il a plusieurs moyens de vérifier la véracité d'une information, qu'elle soit une image, une vidéo ou en écrit. Le plus élémentaire, c'est le clignement des yeux. Le clignement des yeux. Les humains clignent les yeux entre 2 et 10 secondes. Pas plus, pas moins. Et c'est ce qui serait normal de voir dans une vidéo d'une personne qui parle. Pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, quand vous regardez une vidéo, il faut faire attention. On ne doit plus se fier à la crédibilité de la vidéo. Elle est souvent très parfaite, mais souvent manipulée. Donc le clignement des yeux est très important parce qu'un humain ne cligne pas les yeux plus de 2 et 10 secondes. Alors, vous avez également comme indice, ce qui doit aussi attirer votre attention, je saute certains, il y a l'éclairage au fait. Vous avez souvent une incohérence entre le visage et le cou. Vous voyez qu'il y a plus de lumière et ça c'est pour les personnes qui font plus la vidéo ou la photographie. Donc ça ne passe pas inaperçu. Vous allez voir qu'il y a plus de lumière sur le visage que sur le cou ou sur le reste du corps. Il ne faut pas l'oublier. Qu'elles proviennent de caméras, d'un smartphone ou d'autres sources, face à ces fausses vidéos ou faux fichiers audio qui deviennent de plus en plus réalistes et de plus en plus simples à réaliser, la réponse pour vous réside dans l'authentification. En somme, le journalisme, quatrième pouvoir, est un pilier phare de la société et qui a d'énormes rôles à jouer pour permettre à tous les citoyens d'avoir accès à une information de qualité. Pour que cela soit possible, ce métier doit être axé sur des bases solides et son environnement assaini. Sur cette lancée d'assainir ce paysage au Sénégal, la carte nationale de presse est en vigueur et toute personne n'en disposant pas ne sera pas considérée comme un journaliste ni comme quelqu'un appartenant au secteur. Une mesure qui constitue un bon début et qui ouvre la voie à d'autres perspectives.